Les enjeux de société. Grande mobilisation hier au Centre Bell. Ils étaient 10, 12 000 médecins sur place. Le docteur Natacha Leblanc-Gagnon, médecin de famille en Montérégie, y était. Bonjour. Oui, bonjour. Racontez-nous comment vous avez vécu ça. Avec beaucoup d'émotions. C'était beau. C'était beau de voir les 4 fédérations unies envoyer un message tous ensemble. C'était vraiment beau, inspirant. Êtes-vous certain que c'est comme ça que le public l'a reçu, beau et inspirant, de voir les médecins louer le Centre Bell, menacés de quitter? Êtes-vous certaine que le public qui était assis chez eux hier soir, regardait ça aux nouvelles, trouvait ça beau et inspirant? Ben là, vous m'avez demandé comment moi j'ai trouvé ça. Mais non, mais je vous pose l'autre question. Il y avait beaucoup de messages, en fait, à l'intérieur des différents discours qui étaient pour les usagers du réseau, le public, les gens qu'on veut aider, qu'on veut soigner. C'était principalement ça, en fait, les messages qu'il faut préserver notre système de santé, qu'il faut se battre pour le préserver. Puis c'est un peu la raison pour laquelle, je pense, ce rassemblement a été fait. Montrer qu'on fait front commun. Je sais qu'il y a eu plusieurs différentes histoires comme quoi les étudiants avaient été pris en otage par les médecins, que les spécialistes, les omnipraticiens se battaient ou n'étaient pas d'accord sur plusieurs enjeux. Mais là, je pense que hier, c'était clair, c'est faux tout ça. On fait front commun, puis on dénonce cette loi-là parce que c'est trop important de préserver notre réseau. Parce que pour vous, la loi 2 menace le réseau de la santé, là. Oui, définitivement. C'est super important d'avoir un réseau fort, d'avoir un meilleur accès. Tu sais, ce point-là, je pense que personne est en désaccord. L'accès est à géométrie variable, puis ça, il faut le changer. C'est pas là-dessus, je pense, l'enjeu, mais il faut retourner à la table à dessin parce que comment c'est présenté en ce moment, c'est contraignant. Ça donne aucune flexibilité aux gens du réseau, puis c'est dangereux au final pour les patients, là. L'atmosphère générale, c'était que, parce que à un moment donné, je comprends que ça a scandé ça, c'était que Christian Dubé doit démissionner. S'il y avait une chose souhaitée là, qui sort de du sentiment des médecins, c'est celle-là? Non, je pense pas. Je pense que ce qui ressort, c'est vraiment qu'il faut que la loi 2 soit mise sur pause, annulée, puis qu'on reparte sur nos bases communes. Puis les bases communes, c'est quoi? Les médecins veulent soigner, ils veulent les moyens de bien soigner les gens. Retournons à ça. Parce que là, cette loi-là, malheureusement, c'est pas ce qu'elle fait. C'était la première fois, vous, comme médecin, que vous participiez à une manifestation de cet ordre-là? Oui, puis je sais pas, peut-être que vous le savez plus que moi, mais j'ai pas notion qu'il y en ait eu d'autres dans le passé aussi. Ça dépend de votre âge. Le stade olympique, ça remonte pas mal loin. D'après votre voix, vous étiez pas là. D'après votre voix, vous étiez pas au stade olympique. Natacha Leblanc-Gagnon. Je me rappelle un peu d'en avoir entendu parler par certains patrons, mais effectivement, j'aurais pas pu y être. Là. Moi, je me demande combien ça coûte louer le Centre Bell. On m'a dit, je pense que je l'avais regardé sur ChatGPT. Fait qu'il faudrait que je vous laisse faire vos propres recherches, mais c'est pas, ça vient pas de. Pour ta fête? C'est pas de mon organisation, là, mais ça se loue. Natacha Leblanc-Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. On passe tout de suite au prochain invité, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens, le docteur Marc-André Amyot. Bonjour. Bonjour. Savez-vous combien ça coûte, le Centre Bell? Vous êtes l'organisateur, là? Ça coûte moins cher que la publicité du gouvernement en faveur de son projet, en faveur de la loi 2. Ah, OK. Vous retenez quoi de la journée d'hier? Bien, je retiens que c'est un message clair pour le gouvernement que la loi 2, il n'y a rien de bon... Pardon. Il y a beaucoup de mauvais dans la loi 2. On ne peut pas l'appliquer comme ça. J'allais dire, il n'y a rien de bon là-dedans. Il y a probablement, on peut extraire certaines affaires, là. On pourra y revenir si vous voulez, mais le message est clair. La loi 2 va amener une détérioration de l'accès. Et ça, tous les experts le disent, là. C'est pas seulement les fédérations. Et souvent, on dit, c'est les fédérations. Les médecins, eux, hier, là, c'était pas les fédérations, c'était les médecins qui étaient là. Les étudiants en médecine, les résidents, les médecins de famille, les spécialistes, unanimement, d'une seule voix, on dit, attention, c'est dangereux pour notre système public. Je posais la question à une de vos membres, là.
Qu'est-ce que vous attendez là, au lendemain de ça? Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a un point que ça criait démission Dubé. Il y a eu de tout dans votre discours, celui des médecins spécialistes. Mais qu'est-ce qu'on doit en retenir? Qu'est-ce que le gouvernement, le premier ministre pourrait faire ce matin? Là? Première chose, mettre la loi sur pause, mettre cette réforme-là sur pause. Toute la loi ou juste le chapitre matraque? Il y a certains éléments aussi de la loi là, liés, la rémunération à des objectifs de performance. Le Collège des médecins... C'est ça qui accroche. Là. Le Collège des médecins l'a dit. Le Collège des médecins est là pour défendre la population. Le Collège des médecins a dit ça, c'est dangereux, ça va nous amener vers une médecine fast-food. Personne qui veut ça. Les patients veulent pas ça, les docteurs veulent pas ça. Est-ce que l'intervention du Collège des médecins, on peut la prendre au sérieux dans la mesure où 2 semaines avant, les médecins ils ont mis le couteau sur la gorge que si tu fais pas notre affaire, on veut avoir ta peau. Là. Je verrais pas ça comme ça. Là. Non. Je pensais qu'ils voulaient se réconcilier avec vous, sauver sa peau, non? Non. Ils avaient fait... attention, là. Ils avaient fait cette affirmation-là bien avant les événements. Voilà, oui, tout à fait. C'est vrai. Bon, est-ce que Christian Dubé peut rester là ou il doit partir? Ben écoutez, il doit avoir quelqu'un qui prend le dossier en charge de façon plus sérieuse que Christian Dubé. La réforme, elle est bâtie sur des fausses données, sur un château de cartes, et on comprend maintenant que ça donnera pas les résultats escomptés. Là. On le voit. Et les webinaires de la semaine passée, vous savez, Christian Dubé a dit on va leur expliquer aux médecins, puis ils vont comprendre. Je serais pas si enthousiaste que ça. Les médecins qui y ont assisté, là, ils ont compris que ça allait être plus complexe, que l'histoire de redonner en fonction de l'atteinte des cibles de performance, c'était extrêmement complexe à comprendre. Ils ont compris également un élément important. Le ministre a toujours dit les Québécois ne perdront pas leur médecin de famille. Ça a clairement été dit dans le webinaire. Vous pouvez désinscrire des patients. Là. Ça va vous donner une plus grande capacité globale. Vous pouvez désinscrire des patients. Donc, ce qui a été dit dans le webinaire, c'est clairement, vous pouvez désinscrire des patients. Il y a des patients qui vont perdre leur médecin de famille. C'est dit dans le webinaire. France-Hélène Duranceau comme interlocuteur, parce que la semaine passée, dans le corridor du Parlement, Christian Dubé a dit, la négociation, ce qui doit suivre, là, c'est la présidente du Conseil du Trésor qui reprend ça, c'est plus moi. Est-ce que pour vous, c'est une interlocutrice valable? Oui, je l'ai rencontrée. Je pense qu'on pourrait avancer, mais avec elle. Mais il y a des conditions. On doit mettre la loi sur pause. On doit abandonner l'histoire des pastilles de couleur. Là. Imaginez des fonctionnaires qui fouillent dans votre dossier, M. Dumont, pour savoir si vous êtes un vert, un jaune, un orange. Combien ça va prendre de fonctionnaires pour faire ça? C'est ahurissant. Là. Ça fait pas de sens. J'ai parlé de lier la rémunération à la performance. Et 4e condition, on doit garantir au GMF les ressources promises. Puis les ressources, là, vous savez, un médecin, ça travaille pas tout seul. Ça travaille avec des infirmières, des pharmaciens, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux. Et souvent, ces professionnels-là ne sont pas fournis dans les GMF. Ça, là, c'est l'équivalent de nos salles d'opération pour les chirurgiens. Mais vous savez ce que le gouvernement dit là-dessus? Le gouvernement dit, les GMF, là, on va donner l'argent aux GMF. Mais présentement, dans l'ancienne entente, on donnait l'argent aux médecins. On donnait 30% de plus aux médecins ou quelque chose comme ça pour un acte en GMF. Ça a l'air qu'il y a des médecins qui gardaient l'argent dans leur poche. Non. Après ça, ils retournaient au gouvernement et ils disaient, là, nous autres, on n'a pas de travailleurs sociaux, on n'a pas toutes les infirmières voulues, on n'a pas, non, parce qu'il y avait... C'est pas vrai, ça? Ils avaient gardé l'argent dans leur poche. Non, c'est bien que vous souleviez la question, parce que ça me permet de l'expliquer. Oui. Vous savez, les médecins, quand ils travaillent en cabinet, GMF ou non, parce que tous les cliniques ne sont pas GMF. Ils ont des frais de bureau à payer. C'est pas l'État qui paye les frais de bureau. Clair, donc, le bail, le pied carré, la secrétaire. Le chauffage, on comprend ça. Exactement. Bon, c'est pas 30%. C'est beaucoup moins que ça. Et il y a une portion. Parfois, c'est variable. Il y a des médecins pour qui ça leur coûte un petit peu plus que 30%. Il y en a que ça leur coûte un petit peu moins que 30%. On ne peut pas ajuster
de façon très précise. C'est un guide qu'on s'est donné. Puis, oui, parfois, il y avait peut-être certains médecins qui étaient avantagés, mais d'autres qui l'étaient, qui étaient désavantagés. Et ça, c'est différent de les ressources promises. C'est vrai que le ministère a fourni la compensation financière pour embaucher des ressources dans certaines situations. Ça, c'est vrai. Mais ils ont mis beaucoup de règles, c'est tellement complexe que parfois ça devient presque ça, je l'entends, prohibitif. là, qu'il y a beaucoup de paperasse. Est-ce que vous aimeriez recevoir un coup de fil de François Legault lui-même? Vous l'avez-vous eu déjà? Avez-vous eu des discussions avec M. Legault dans les derniers jours? Disons que les canaux de communication demeurent ouverts. On n'est pas encore... C'est Mme Laflamme, la chef de cabinet adjointe. On n'est pas encore à l'étape de la négociation, mais on convient que ce dossier-là doit se régler par la discussion puis la communication. Là. Ça, on s'entend là-dessus. Sur le texto, il y a beaucoup de réactions d'auditeurs. Là. Il y en a qui disent, des fois, c'est mieux le fast-food que crever de faim. Il y en a qui ont l'impression que des négociations, ça dure depuis une vingtaine d'années puis qu'il n'y a pas d'entente. Certains disent, François de cette île, les médecins ont-ils oublié que ce sont des employés de l'État? Donc ça, c'est grosso modo, si je résume les réactions. Clair, non, les médecins ne sont pas des employés de l'État. Sont des travailleurs autonomes. Il y en a quelques-uns... Facture à la RAMQ. Exact. Il y en a quelques-uns qui... Puis qui facturent en fonction des actes qu'ils font. Donc, quand ils ne travaillent pas, ils ne facturent pas. Quand ils travaillent, ils facturent. Mais l'histoire de la négociation depuis très longtemps, là, on a convenu de certaines ententes. Puis je vous en donne un exemple. Le GAP, le guichet d'accès à la première ligne. C'est pas parfait. Mais qu'est-ce que ça a fait, le GAP? Le GAP, on a dit à un certain nombre de patients, vous allez pouvoir appeler au 811 option 3 et il y a une infirmière qui va évaluer votre besoin. Si on peut le régler au téléphone, ben c'est réglé. Si c'est un conseil. Si ça prend un conseil d'un pharmacien, on va vous envoyer voir un pharmacien. Si ça prend un conseil d'une IPS, on va vous... Et si ça prend un conseil d'un médecin ou une évaluation d'un médecin, on va vous envoyer voir un médecin. Les médecins ont donné au GAP 1,2 million de rendez-vous. Ils ont dit, mettez les patients que vous jugez prioritaires, qui ont besoin de l'expertise du médecin de famille. Ça a marché, ça. Ça a été négocié. Ça a été négocié. Savez-vous ce que Christian Dubé veut faire? Il veut l'annuler. Comme il avait voulu l'annuler, rappelez-vous, en mai 2024, j'étais ici, le psychodrame de « on abolit le GAP ». Au mois de mai, là. Ben oui, tout à fait. Ben il veut encore l'abolir. Ça marche, ça. C'est pas parfait. Mais ça permet à 1,2 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille d'avoir un rendez-vous avec un médecin et ça permet à un certain nombre d'autres. On avait dit, est-ce que c'est 1 million d'autres qui peuvent avoir des services par d'autres professionnels qui ne nécessitent pas l'expertise du médecin de famille? Donc, quand on négocie de bonne foi, quand on discute, on est capable de s'entendre. Mais là, c'est vous qui voulez pas les négocier, là. Non, c'est pas vrai, ça. On a mis des conditions. On est prêt à les négocier. Vous avez mis des conditions, oui. Ben oui, mais le gouvernement nous passe une loi qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas d'allure. On veut des garanties que ce projet de loi-là va être mis sur pause le temps qu'on trouve des solutions. Et on a des solutions. Pas le temps qu'on trouve, le temps que on puisse mettre en application ces solutions-là. Le comité d'experts mandaté, et ces experts-là ont été choisis par Christian Dubé lui-même, a fait des recommandations. Pouf! On n'a pas retenu ces recommandations-là. Nous, on les endosse. On est prêt à les mettre en application. On est prêt à travailler pour les mettre en application. Suivre les prochaines étapes. Dr Amio, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.